Qu'est-ce que vous avez gardé, vous, de ce que j'ai gardé justement, c'est... Il faut voir, il gardait ses racines, il était fidèle à ses racines, mais il aimait la France par-dessus tout. Vous savez... mais en quoi ça se concrétise pour vous? C'est très simple. L'amour de la France, l'amour de sa littérature, l'amour de son histoire, j'allais dire qu'il partageait avec moi, que je partageais avec lui. Mais pas de familiarité avec cet univers, pas de familiarité avec cet univers des origines, et notamment la langue arabe, la musique arabe. Non, vous savez, non, on n'apprenait pas l'arabe parce que moi, ma mère voulait que je fût le meilleur en français. Et donc, j'ai appris à parler le meilleur français possible et à lire des grands écrivains. C'est pas contradictoire automatiquement. C'est pas contradictoire. Si, quand on est une famille issue d'un milieu populaire, tous les gens qui venaient de l'extérieur ont fait ça. Les Italiens, vous lisez les mémoires de Pierre Milza, le grand historien, il explique très bien que dans sa famille, on interdisait de parler italien. C'est comme ça qu'on devient français. On s'assimile à la France, on apprend la langue, on s'imprègne de la langue. Et c'est ça que mon père m'a enseigné. Par ailleurs, vous savez, je pense que justement, si vous voulez savoir ce que j'ai gardé de cette connaissance intime du monde arabe, c'est justement que moi, je comprends mieux ce qui se passe aujourd'hui en France que la plupart de mes compatriotes français. Parce que je sais exactement ce qui se passait en Algérie. Et je sais exactement que tout ce qu'on vit aujourd'hui, quand vous voyez par exemple à Roubaix ce qui s'est passé, vous avez vu ce film sur M6 avec l'islamisation de villes entières, tout ce qu'on vit aujourd'hui, c'était déjà le cas en Algérie. Et ça s'est très mal fini. Et c'est pour ça que je me bats. C'est pour que je me bats parce que je sais que si je ne fais rien, ça va encore mal se finir. C'est ça que mon père m'a enseigné. La photo qui dit quelque chose de vous. Vous avez choisi justement cette photo de classe à l'école juive de Lucien de Hirsch. Vous étiez en quelle classe sur cette photo? CM2. CM2. J'ai appris maintenant qu'on ne dit plus 7e. Pourquoi cette photo, Éric Zemmour? Pourquoi cette photo? Parce que c'est la même chose, c'est la même époque, c'est mon enfance, c'est une enfance heureuse. J'allais à Drancy, je travaillais à l'école, j'aimais l'école, j'ai jamais eu de problème. J'aimais l'école, j'aimais apprendre, j'aimais le foot aussi. Je joue au foot pendant des heures. Et voilà. Et né d'une famille d'origine juive, vous montrez une admiration et une forme d'adhésion au catholicisme. Donc vous croyez... Vous êtes qui? Voilà, ma question, elle est où est-ce que vous êtes? Je comprends très bien votre question. Question de sincérité aussi, question de politique Je comprends très bien votre question. J'ai été élevé dans la religion juive. Mes parents étaient très pratiquants, mais mon grand-père, je peux dire, faisait la prière pour toute la communauté à la synagogue de Montreuil. Donc vous voyez, c'était quelqu'un d'érudit. Et moi, j'ai été élevé là-dedans. Je suis même allé dans une école juive quand j'étais enfant. Donc je connais très bien, vous savez, quand j'étais enfant, je lisais non seulement l'Ancien Testament en hébreu, mais je lisais aussi les commentaires de Rachi, vous savez, ce grand commentateur qui a inventé une langue entre l'hébreu et le français. Vous appreniez une autre langue que le français, alors. Vous appreniez une autre langue que le français, alors. C'est un problème pour l'assimilation, non, j'apprenais pas une autre langue que le français. J'apprenais à lire les textes sacrés dans le texte originel. Vous parlez hébreu, monsieur Zemmour? Non, justement, non. D'accord. Donc c'est pour ça que je disais ça. Et c'est pour vous dire que je suis... mais vous savez, ça n'empêche pas que je suis absolument fasciné par l'imprégnation catholique de la France. C'est-à-dire que, il faut bien comprendre, c'est pas parce qu'on a été élevé dans la religion juive qu'on ne doit mépriser les autres religions. Ah, certainement. Et on ne peut pas être fasciné par d'autres religions et intéressé par d'autres religions. Moi, je considère qu'en devenant français, forcément, on s'imprègne du catholicisme, parce que c'est le catholicisme qui a fait la France. Et donc, en devenant français, en s'imprégnant de sa littérature, moi j'aime Pascal, par exemple. Je vais vous donner un exemple. J'aime énormément Blaise Pascal. Je relis régulièrement les pensées de Pascal. Évidemment qu'à travers Pascal, je m'imprègne du catholicisme. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça ne veut pas dire que je suis devenu catholique, ça ne veut pas dire que je crois en la résurrection de Jésus-Christ, qu'il était le Fils de Dieu. Vous voyez, ce n'est pas du niveau du dogme, c'est du niveau de l'imprégnation culturelle. Je pense que tout Français, quelle que soit sa religion, est un peu catholique. Parce qu'il est imprégné de culture catholique qui a fait la France. Est-ce que je me fais bien comprendre? J'attends des éclaircissements. Je souhaitais élargir cette notion et en finir avec la notion de proportionnalité. Est-ce que ça ne serait pas le Far West? Chacun pour soi, les États-Unis, avec la violence qui va avec. Monsieur Pujadas,
Moi, j'estime que c'est aujourd'hui le Far West, voyez-vous. La journaliste qui était là auparavant a raconté mon enfance à Drancy. Quand j'étais enfant, monsieur Pujadas, ma mère ne fermait jamais sa porte à clé. Voilà. Ça, c'est la France que j'ai connue dans mon enfance. La France que des jeunes gens ne peuvent même pas imaginer, même en rêve, comme ils disent. Quand on leur dit, ils ne nous croient pas. Le Far West, c'est aujourd'hui, monsieur Pujadas. C'est aujourd'hui qu'il y a 1800 agressions par jour. C'est aujourd'hui qu'une jeune femme, Shaina, je crois récemment, a été violée à 13 ans et brûlée à 15, et que son bourreau a reçu 9 mois, je crois, de prison. Ça, c'est la France d'aujourd'hui. Mais c'est la France que vous défendez, monsieur Pujadas. La question du Far West, c'est aussi une forme de... Est-ce qu'il faudra, dans votre esprit, une forme de libéralisation du port d'armes? Parce que si on se défend, on a le droit de se défendre, parce que vous dites les policiers, mais aussi les commerçants ou les citoyens, ça veut dire qu'il faut qu'ils aient des armes. Vous savez, vous parlez avec les gens en ce moment, cher Politel Krief. Parce que vous savez, moi, ce que me disent les gens, c'est qu'ils s'arment de plus en plus. Mais il y a parce que les gens ont peur. Non, les gens ont peur, Politel Krief. Les gens ont peur de cette explosion de la violence, de cet ensauvagement de la société. Qu'est-ce que vous ferez là-dessus? Vous libéraliserez encore plus? Non, pas du tout. Ah bon, je dis simplement, je ferai la défense excusable et je ferai, pour les policiers, la présomption de légitime défense, c'est-à-dire on considérera que c'est à la justice d'apporter la preuve qu'ils n'étaient pas en légitime défense. Je renverse la charge de la preuve pour les policiers seulement. Et rien sur le port d'armes. Hein. L'immigration. Est-ce qu'un président un candidat, un élu, peut avoir tort? Ou alors est-ce qu'il a systématiquement raison au point de ne jamais revenir? D'abord, cher monsieur, ce qui me gêne dans votre démarche, c'est que vous me mettez dans le même sac que les autres. Je refuse d'être dans le même sac que les autres. Je ne suis pas un politicien. Je ne suis pas membre de la classe politique. Si je suis candidat à cette élection présidentielle, c'est justement parce que j'ai pensé pendant des années que le diagnostic que je faisais serait repris comme un flambeau par un politicien et un homme politique traditionnel. Et que c'est parce que j'ai été désillusionné que je suis ce soir devant vous. Deuxièmement, moi, j'ai vu ce qu'a dit Mme Pécresse hier, j'ai vu des extraits. Elle a dit quelque chose d'extraordinaire. Elle a dit à un moment, mes convictions évoluent avec la société. Ça aurait dû vous plaire. Moi, je ne suis pas une girouette. Excusez-moi, mes convictions n'évoluent pas avec les autres. Quand je prends une conviction, c'est que j'ai réfléchi longtemps avant. C'est que j'ai beaucoup observé, c'est que j'ai beaucoup lu, c'est que je travaille dessus. Et quand je dis à David Pujadas ce que j'ai dit, ce n'est pas de gaieté de cœur. Je sais que tout le monde va me dire « mais c'est horrible ». Il est vraiment pas gentil, ce Zemmour. Enfin, ce type est formidable, il a sauvé un enfant. Et pourquoi je fais ça? C'est pas par plaisir de paraître le méchant. C'est parce que je pense au-delà, justement, et que je pense que la responsabilité d'un chef d'État, ce n'est pas d'être comme les autres. C'est de considérer le destin du pays et non pas de s'arrêter à des considérations personnelles. Vous voyez, c'est bien de dire « je ne veux pas blesser tel ou tel ». C'est bien de dire « je serai humain ». C'est formidable. À la télévision, c'est formidable. Les gens vous disent « ah, il est bien ce type, c'est un bon gars ». Et puis finalement, qu'est-ce que c'est? On est sur le quinquennat Macron, 2 millions d'étrangers en plus. On est à 1800 agressions par jour. On est à d'innombrables enclaves étrangères comme à Roubaix. Ça, c'est le résultat de l'humanité de nos dirigeants, cher monsieur. On ne peut pas faire l'un et l'autre. Non, on ne peut pas faire l'un et l'autre.